Ah, si je dis des conneries, c'est déjà en ligne. D'accord, ça c'est bien. J'ai pensé à prendre ma clé USB. Je sais qu'un coup sur deux, je l'oublie. Là, je l'ai. Là. Jérémy est fantastique. Ah ouais, le chat GPT. Hein, faut que ce soit enregistré quand même. Et il fait des cœurs derrière la vitre. Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode 190 et il va être consacré au Pro Vélo Magazine dont le dossier principal s'adresse aux enfants. Enfin, il ne s'adresse pas aux enfants, mais en gros c'est redonner aux enfants l'envie de pédaler. Oui, parce que c'est bien si la population de cyclistes augmente, mais si le robinet se coupe, c'est-à-dire que s'il y a de moins en moins d'enfants qui savent faire du vélo, de moins en moins d'enfants qui ont envie d'en faire et tout ça, ça veut dire qu'à un moment donné, ça va se tarir. Donc il faut redonner envie aux enfants de pédaler. Et donc le Pro Vélo Info Magazine, il est consacré principalement à ça. On est en présence de Anne. Comment ça va, Anne ? Ça va très bien, et toi, ça va ? Heureux, épanoui, toujours, tout va très bien. Et puis Bruno, comment ça va le Bruno ? Bah ça va bien, plutôt bien. Il t'est arrivé un truc de fou à vélo ? Ouais bah écoute, l'autre jour, je rentrais, c'était la semaine dernière, je rentrais à vélo, comme je fais tous les jours. Puis je passe par moi j'habite en haut en montagne en fait. L'autre jour, je montais sur la droite, j'étais en plein effort. Puis j'entends sur la gauche un bruit, je me suis dit c'est des chiens, enfin je sais pas trop ce que c'est. Il faisait à moitié nuit, non ? Il était 8h30 le soir. D'accord. Et puis je dirige ma lampe torche là, et puis je vois 4-5 sangliers quoi, mais qui descendaient à toute allure. J'ai dû en laisser passer 2 ou 3 quoi. Qui descendaient. Ils étaient en parallèle de toi. Ils étaient en parallèle, ouais. Ils descendaient, moi je montais. Et là, je me suis dit, c'est sympa de voir ça en pleine nature. Enfin, c'est bien, mais je me suis dit, heureusement que, on était en parallèle. Parce qu'en perpendiculaire, ça aurait peut-être fait mal. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe quand on se fait renverser par un troupeau de sangliers comme ça ? Ah, parce que ça peut te bousiller une voiture, donc un vélo... Si t'es par terre, je pense qu'il te passe dessus, quoi. Ah oui, il s'occupe pas, ouais. Un être humain, une bûche, pour eux, c'est pareil. Je suis pas sûre, ils aiment pas se salir les pattes, alors l'être humain, ça doit pas... c'est sale, un cycliste, en plus. C'est ça. Moi, il m'est arrivé aussi un truc sympa, c'est que je me suis fait la petite dernière belle sortie d'automne sur une voie verte avec ma chérie, avec les feuilles oranges et rouges, là. Et je me suis dit, quand même, le vélo, c'est du bonheur. En fait, ça fait un petit moment que je peux plus pédaler trop longtemps. Je suis un peu malade en ce moment, depuis cet été. Et du coup, j'ai du mal à faire des sorties au-delà de 5 km. Donc, autant le dire, je fais que les déplacements nécessaires. Puis là, j'ai pu refaire une douzaine de kilomètres. Et je me suis dit, le vélo, c'est du bonheur quand même, quoi. Ma chérie, l'automne, la température qui était douce, une petite distance, mon corps qui travaille. Le vélo, c'est du bonheur, quoi. Et je voulais le partager avec vous. Anne, toi ? Alors moi, j'ai vécu un grand moment de bonheur parce que j'ai découvert un nouveau chemin pour relier Aix-les-Bains à Chambéry. Parce que les bords du lac du Bourget sont fermés, il fallait pas prendre un autre chemin. Et j'ai découvert un chemin charmant au milieu des bois. Alors c'est un petit peu le long de la voie ferrée, mais c'est pas gênant du tout. Et puis vraiment, on arrive d'une façon royale sur Chambéry. C'est tout calme, c'est très très bucolique. Donc si jamais... ne renoncez pas à aller à Chambéry, au lac du Bourget en ce moment parce que la piste cyclable est fermée, mais prenez ce petit chemin-là entre Aix et Chambéry, je vous assure que vous n'allez pas regretter. Les balades d'automne à vélo, où il fait pas chaud, on transpire pas, c'est quand même du plaisir. Ah, c'est clair. Alors pour commencer sur le Pro Vélo Info, et en parlant du sujet principal, c'est-à-dire redonner envie aux enfants de pédaler, il y avait une petite chronique très sympa sur les parents taxis. Lutter contre les parents taxis. Et il se trouve que dans une école en Suisse allemande, à Könitz, pour ne pas citer la ville, c'était le chaos, comme quasiment dans toutes les écoles d'Europe, quoi. C'est-à-dire les parents qui se garent n'importe comment, qui font leur demi-tour n'importe comment, qui prennent sur le trottoir, en double fil, en triple fil, en quintuple fil, c'est n'importe quoi. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait pour lutter contre le chaos ? Puisqu'apparemment le bon sens ne parle pas automatiquement, ils ont interdit les voitures de se mettre à proximité de l'école, ils ont rétréci les routes et ils ont créé un petit espace de kiss and ride, c'est-à-dire un endroit où les enfants peuvent faire une dernière bise à leurs parents puis descendre en toute sécurité. Et puis ils ont informé les parents, ils ont fait une petite journée d'information en disant ça craint, pensez à la sécurité de vos enfants que vous mettez vous-même en danger, donc garez-vous plus loin. On a créé des infrastructures, essayez d'éviter de venir en voiture et puis ils ont même informé les riverains
et les commerçants de ce qui se passait. Il y a un autre aspect, c'est la pollution. C'est-à-dire que quand tu emmènes tes enfants à l'école avec le moteur qui tourne, que tu t'arrêtes, que tu les laisses descendre, s'il y a 30, 40 ou 100 parents qui font ça, la concentration de pollution aux abords de l'école, au moment où les enfants y sont, elle devient carrément létale. Donc non seulement c'est pas bon en termes d'activité physique, mais en termes de leurs petits poumons, je peux vous assurer que c'est vraiment très très grave. Ouais, c'est le bon sens, ça. On va... Alors, surtout que les écoles, en ville, elles sont jamais à plus de 2 km de là où sont les parents. Donc il y a peut-être moyen de faire autrement que de prendre la voiture. Mais le résultat est positif devant cette école, puisqu'il y a moins de parents taxis devant l'école. Moins de parents taxis devant l'école. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que peut-être il y a un report ailleurs. Et puis, moi, je me posais la question avec la création de ce Kiss and Ride, c'est que, une fois de plus, on crée une infrastructure pour les voitures. Donc maintenant, les parents se disent « Ah on peut y aller maintenant. C'est bon, c'est sécurisé, il y a le Kiss and Ride. » Donc ça ne diminue pas, peut-être pas, en tout cas, le nombre de parents taxis qui viennent. Alors, il y a une initiative qui a été créée, c'est en Suisse alémanique, c'est un projet qui s'appelle l'Alliance École plus Vélo, où on incite les écoles à faire en sorte que les enfants viennent à vélo, que les parents emmènent leurs enfants à vélo, à faire en sorte, en gros, qu'il y ait moins de voitures et plus de vélos. Et il y a un site web qui s'appelle école-vélo.ch, donc pour la Suisse, où il y a des exemples, des initiatives où on valorise le fait que les enfants et les parents se déplacent plus à vélo. C'est un truc, c'est génial. Moi, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Donc, allez sur école-vélo.ch, que vous soyez en France, en Suisse, en Belgique, n'importe où, au Canada, parce que je sais qu'on est aussi écouté au Québec. Il y a des initiatives, il y a des exemples qui sont mis en avant. Alors, souvent, par contre, c'est vrai qu'il faut que ça soit des gens qui soient volontaires, que ça soit des profs, des administrateurs dans les écoles ou des parents, mais il faut qu'il y ait des gens qui soient moteurs, qui aient envie de mettre les choses en place. Mais alors, sur ce site, on trouve de très bons exemples, et puis je trouve que c'est une excellente idée d'inclure les écoles dans la promotion du vélo comme mode de déplacement. Et moi, j'encouragerais les associations de parents d'élèves, si elles ont ce projet-là, de ne pas hésiter à approcher leur mairie. Parce que souvent, dans les mairies, en fait, il y a une contrainte légale qui existe. Alors, je vais dire une bêtise, mais ça doit être de janvier 2025, sur l'aménagement autour des écoles, et qui inclut, entre autres, de faire plus de cheminements piétons et cyclistes autour des écoles. Donc, il y a un périmètre qui est défini pour ça. Et les mairies, elles doivent remplir cette obligation, mais souvent, elles sont très, très embêtées parce que elles n'imaginent pas de réduire la circulation automobile. Donc, si vous êtes une association de parents d'élèves et que vous avez conscience que cet effet d'amener les enfants à l'école en voiture pose un vrai problème, n'hésitez pas à contacter votre mairie parce que souvent, ils vont être plutôt réceptifs et ils vont beaucoup apprécier d'avoir des gens à l'intérieur de la structure de l'école qui sont volontaires pour améliorer ça. L'autre chose que je voulais souligner aussi, c'est que cet effet de dépose minute avec les voitures, ça coupe une partie du lien social. Les parents d'élèves, ils se rencontrent beaucoup à l'entrée et à la sortie des écoles. Et cet effet de venir uniquement en voiture, en fait, ça empêche de discuter parce que quand vous êtes enfermé dans votre petite caisse en métal, vous ne pouvez pas discuter avec le voisin. Et c'est très dommage parce qu'il y avait une grosse partie des échanges et de la construction du lien social qui se faisait comme ça à l'entrée-sortie des écoles et qui aujourd'hui existe de moins en moins. Donc il y a aussi ce bénéfice-là, il y aura plus de liens et il y aura plus de solidarité entre les parents et les enfants si on freine un petit peu cet effet, on emmène nos enfants absolument en voiture à l'école. Ah mais clairement, moi j'ai rencontré plein de gens dans mon quartier grâce à ça, parce que j'emmenais ma fille à pied à l'école et puis je discutais avec les parents, souvent les parents qui étaient les parents des copines de ma fille. Donc grâce à ça, c'est vrai que si j'étais venu en voiture, j'aurais pas rencontré les gens de mon quartier. T'as raison, exactement. Bruno, toi tu t'es attaqué à un autre article du Pro Vélo Magazine. Tu t'es attaqué aux distances, à la hausse des distances parcourues par les cyclistes. Oui, il y a un petit encart en fait dans le magazine qui annonce que la Suisse est en grand à 45% de progression sur le nombre de kilomètres. En fait, c'est le nombre de personnes kilomètres parcourues à vélo. En fait, on est passé de 2848 millions de personnes kilomètres à vélo en 2024 contre 1957 millions de personnes kilomètres en 2005.
Donc moi, ça m'a fait réagir. Je me suis dit, voilà, comment on obtient ces chiffres? Oui, c'est pas clair. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, comment est-ce qu'on mesure en fait la cyclabilité d'une ville, d'un territoire? En fait, on a l'impression, quand on va aux réunions, surtout que le vélo est dans l'air du temps, on rencontre des maires, des élus, on a l'impression que tout le monde se veut cyclable, que c'est devenu un argument de vente. Et en fait, je voulais un petit peu savoir ce qu'on entend par la cyclabilité, quoi. Alors, je dois dire, hein, je suis complètement novice j'ai cherché un petit peu, hein, mais je suis assez novice dans le domaine et ça m'a donné quand même envie d'en savoir plus. Hein. Alors, j'ai découvert quand même que ce qui fait autorité dans le monde, j'ai envie de dire, c'est l'index de ce qu'on appelle le Copenhagenized Index. Copenhagenized. Voilà. Bon, là, j'ai dû pratiquer 30 minutes pour le prononcer. Pour le prononcer. Et je dois dire, donc c'est pour ça que j'ai perdu pas mal de temps pour mes recherches. Ah oui, donc tu n'as pas pu faire de chronique. D'accord. Non, sérieux. Et donc, c'est vraiment ce qui fait autorité. Hein. Ils ont 13 indicateurs et ça prend tout en compte, en fait. Hein. Ça prend en compte l'infrastructure cyclable d'un territoire, d'une ville. Il y a, au niveau infrastructure, il y a l'usage du vélo, par exemple. Bon, c'est la part modale du vélo, donc la part le nombre de cyclistes par rapport au nombre de voitures, voilà, en gros. Hein. La diversité des cyclistes, et on part du principe que, bon, voilà, s'il y a des femmes, des enfants qui utilisent le vélo, on a tendance à penser que voilà, c'est relativement sûr. Et puis, ça prend en compte également l'aspect politique et culturel. Donc, ça prend en compte, par exemple, le nombre d'élus dans les villes qui s'occupent de la mobilité, qui sont chargés de la mobilité douce. Ça prend tous ces critères-là. Et en fait, c'est assez intéressant parce que en fait, on prenait jusqu'à présent, jusqu'à 2025, ils prenaient en compte simplement, enfin jusqu'à l'année dernière, je pense, ils prenaient en compte uniquement les villes de plus de 600 000 habitants et ils ont rabaissé leur seuil à 250 000 habitants. Ce qui fait qu'on découvre qu'il y a des villes qui sont devenues, qui sont des mecs du vélo, quoi. Avec un pourcentage ouais. Alors là, on parle de la ville la première, c'est Utrecht, en Hollande. Ça doit être impossible de prononcer. Utrecht. Ouais, voilà, moi je sais pas trop comment. Moi non plus. Et là, on passe. Alors, si les chiffres sont exacts, on est à 51% de part modale vélo. C'est-à-dire que la moitié des déplacements à vélo, quoi. Et puis des villes, j'ai pas l'ordre exact, mais Gand en Belgique, Münster en Allemagne, où là, on dépasse, on est à entre 30 et 40% de part modale. Alors en France, quand même, Paris a énormément monté dans le classement. On est à 11% de part modale. Et puis, on a Bordeaux et Strasbourg. Donc voilà, ça c'est une façon de mesurer, j'ai envie de dire, la cyclabilité des grandes villes en Europe. Après, en France, en fait, il y a surtout deux organisations qui s'occupent qui classent, qui ont leur propre classement. Alors la FUB, c'est plus qualitatif, c'est sous la forme d'une... le baromètre vélo. Ouais. Le baromètre vélo. Donc là, il y a quand même énormément de réponses qui sont traitées. Moi, d'après ce que j'ai lu il y a cette année, ça couvrait 334 000 réponses et il couvre 2640 communes. Et donc là, il y a un classement et donc on arrive, on a des classements. C'est un peu pour ça qu'on a des classements un petit peu différents quand même suivant ce que les classements. Donc là, c'est du qualitatif. Ouais. C'est voilà. Et par exemple, si on prend le classement de la FUB, je crois, j'ai pas tous les chiffres ici, mais le premier c'est Grenoble. Oui. Mais on a des villes qui sont bien classées, comme Rennes, comme Strasbourg, c'est historique. Nantes, voilà, qui sont bien classés. Voilà, vous pouvez réécouter le Pause Vélo numéro 188 où on donne tout le classement. Tu parlais d'un deuxième critère, il y avait la FUB. Alors la FUB, et puis le dernier, c'est que j'ai trouvé, c'est vélo et territoire. Mais là, c'est beaucoup plus de l'infrastructure. Ouais, et puis plus les villes, ouais, d'accord. Et plus les villes, voilà. C'est quand même beaucoup plus l'aspect technique. Et donc, en prenant l'aspect technique, voilà, on a des villes qui sont très cyclables. Pour la connaître, on a parlé de Chambéry, mais Chambéry apparaît dans le haut du classement, quoi. J'ai trouvé ça intéressant. Ça m'a donné envie d'en savoir beaucoup plus sur tous ces classements, parce qu'on lit un peu tout et n'importe quoi, en fait. Je crois qu'on s'appuie aussi beaucoup... Là, il faut que j'en apprenne plus, beaucoup sur les applis, comme GeoVélo, comme Komoot, voilà. On s'appuie de plus en plus sur ces chiffres-là
qui permet d'avoir, je pense, des données quand même relativement fiables, j'imagine. Puis qui sont déjà rentrés en ligne. Anne. Je voulais juste préciser que Vélo et Territoire, ça a changé de nom. Oui, ça a changé de nom, Vélo tout à et fait. Marche. Oui. Ils avaient leur réunion à... Leur grand raout Voilà, ouais. à Annemasse. Et on a un petit peu déploré que les associations locales ne soient pas du tout invitées à l'événement. C'est-à-dire que... c'est les communes, c'est les élus. L'entrée surtout. coûte très cher. Ouais. Et en fait, c'était pas accessible pour les associations locales. Et même quand on s'est un petit peu battu pour avoir un stand de représentation des associations locales, et le stand était positionné complètement en dehors de l'événement, mais vraiment complètement en dehors. Et à un horaire où en fait les gens rentraient chez eux, donc aucune chance de rencontrer les gens un peu clés et influenceurs. Voilà, un petit message à l'organisation de Vélo et Marche. Si vous pouvez envisager le fait de donner une porte d'entrée aux associations locales, je vous assure, il y aura des trucs super porteurs qui ressortiront des discussions. Donc, faites-le. Ouais, il faut que ce soit un peu un mix de plusieurs backgrounds. Moi, j'étais allé à Priva lors de leur réunion. Et c'est vrai que je déplorais également, j'avais été invité par quelqu'un, mais c'est quelque chose que j'avais déploré également. Ouais. Ils ne voient pas forcément. Si on n'invite pas tout le monde, on loupe des tas d'angles en fait. On ne voit pas les choses de la même façon. Quoi. Je vous propose qu'on continue à explorer le Pro Vélo Magazine, cette fois avec une lecture de Quentin sur le prix réel de la mobilité. La marche et le vélo gagnent. Que se passerait-il si conduire une voiture coûtait le vrai prix, soit ce qu'elle coûte réellement à la société? C'est la question que se sont posées des chercheurs et des chercheuses de l'université de Bâle et de l'école polytechnique fédérale de Zurich, dans l'étude E-Biking in Switzerland, EBIS, commandée par l'Office fédéral de l'énergie. Les 1085 participants et participantes ont enregistré pendant plusieurs semaines tous les trajets effectués en voiture, en transport public, en vélo électrique ou à pied. Au total, environ 2,8 millions de kilomètres ont été parcourus. Ils ont aussi reçu un budget dont étaient déduits chaque semaine les coûts externes générés par leur déplacement. Bruit, accidents, gaz d'échappement ou heures d'embouteillage. Résultat, les trajets en voiture s'en sont trouvés considérablement renchéris, tandis que les transports publics ont coûté un peu plus cher, et que les trajets en vélo électrique ont affiché des coûts neutres pour les participants et les participantes qui, lorsqu'ils ou elles marchaient, ont même perçu un crédit. Mais pour inciter encore plus de personnes à enfourcher leur vélo, il faut une bonne infrastructure. Ainsi, les personnes roulant avec un e-bike ont évité les trajets très fréquentés ou comportant de nombreux feux de signalisation. En revanche, les pistes cyclables sécurisées et séparées ainsi que les routes à vitesse modérée ont été particulièrement appréciées. En outre, l'étude démontre que la tarification de la mobilité est efficace. Elle entraîne une diminution du trafic automobile, une augmentation de l'utilisation des vélos électriques et une réduction des coûts externes. Selon l'étude, la société devrait dépenser 6,5% de moins pour les conséquences liées à la santé ou aux émissions. Voilà, c'était un petit extrait du Pro Vélo Magazine. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur... on va mettre en description le lien, mais vous pouvez lire en ligne le Pro Vélo Magazine en entier. Anne, on va sortir du Pro Vélo Magazine là, cette fois. C'est pas vrai, il y avait une petite chronique sur l'éclairage dans le Pro Vélo Magazine. Oui, tout à fait. D'accord, tu vois, je ne l'ai pas noté. Tu vois, voilà, on ne peut pas sur tous les fronts. Voilà. Alors, sur l'éclairage, oui, parce qu'on est dans les jours les plus sombres de l'année, alors. Donc, je me propose de vous illuminer. Oh là là, Anne. C'est beau, hein, c'est beau. De toute beauté. En fait, c'est surtout Pro Vélo qui propose de vous illuminer. Chaque année, en novembre, ils font une action. Alors c'est côté suisse, c'est Pro Vélo suisse, j'avoue je suis plus au courant, je ne sais pas s'ils font ça du côté français. Ouais, c'est cycliste brillé je crois. Ouais, c'est tout à fait. Alors ça c'est aussi une campagne de la FUB qui propose une aide aux associations pour mettre en place l'action cycliste brillé. Et donc l'idée, c'est de se mettre en rue avec des petits stands d'information et d'expliquer aux cyclistes pourquoi c'est important de s'éclairer et comment ils peuvent s'éclairer. Et il y a même des ventes de petits éclairages bien faits et des explications. Pourquoi c'est important en tant que cycliste de bien s'éclairer? Parce qu'il y a des choses dont on n'a pas vraiment conscience. Alors, un premier effet, je pense, c'est qu'on passe souvent de l'état de piéton à l'état de cycliste. Et ça arrive assez jeune. Et quand on est piéton, il n'y a personne qui va vous dire « éclairez-vous bien ». Alors, les parents pensent à sélectionner
des vêtements avec du rétro-réfléchissant pour leurs enfants, ça les rassure la plupart du temps, mais c'est pas quelque chose sur lequel les enfants sont forcément très briefés. Et puis on devient ado, et puis on prend son vélo, et souvent en tant que cycliste, on se vit comme un piéton à vélo, et donc on s'éclaire pas plus. Et on croise beaucoup de ce que moi j'appelle les cyclistes ninja. C'est ces gens qui sont tout en noir et qui surgissent de la nuit. Zorro, ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, Zorro, il risque de finir un petit peu en galette routière. Ça peut être très triste. Donc, pensez bien à vélo. Vous vous déplacez beaucoup plus vite qu'un piéton, 4 à 5 fois plus vite. En plus, vous partagez la voirie avec des automobiles la plupart du temps. Donc, vous avez besoin d'être vu par eux. Et qu'ils sachent que vous êtes un vélo. C'est-à-dire qu'ils vous distinguent d'une moto ou d'un autre genre de déplacement. Donc éclairez-vous de façon à ce qu'on reconnaisse un vélo. Et ça veut dire effectivement un feu blanc à l'avant, un feu rouge à l'arrière et du rétro-réfléchissant partout où vous pouvez en mettre. Donc le gilet, alors on sait que c'est moche, et puis Karl Lagerfeld l'a très bien dit, c'est moche mais ça sauve des vies, donc faites-le quand même. Vraiment le point clé, c'est les gens ne vous voient pas, et les gens en général ne voient pas bien. Ah oui, tu as des chiffres sur ça. La nuit. Alors j'ai des chiffres là-dessus. C'est une étude de la DREES qui date de 2014. Alors pour ceux qui veulent aller consulter l'étude, elle est disponible en ligne et elle s'appelle Santé visuelle. Ah, sur l'adresse de l'adresse. L'adresse de l'adresse, ouais. Il faut quand même savoir que 7 adultes sur 10, donc les gens qui ont plus de 20 ans, 7 adultes sur 10 ont un défaut de vision quel qu'il soit. Clairement, c'est 75% des plus de 20 ans. Et c'est 97% des plus de 60 ans. Ah oui, donc là, on rigole plus. Alors, déjà, quand votre âge augmente, pensez à régulièrement aller vérifier votre vision, parce qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on perd de l'acuité visuelle. Quand c'est progressif, en fait, on peut être surpris de se rendre compte qu'on ne voit plus très bien. Et surtout, ayez conscience que en fait, l'éclairage, il faut non seulement qu'il soit efficace, c'est qu'il vous montre, mais il faut que pour le cycliste qui est sur son vélo, ça éclaire suffisamment pour qu'il voit les obstacles. Les bordures de trottoir, par exemple. Les bordures de trottoir, la plupart du temps, c'est gris sur gris. Si vous n'avez pas un éclairage efficace, vous risquez de vous prendre des bordures de trottoir. Je ne parle bien entendu pas du tout d'expérience. Hein. À vous, Anne. J'avoue tout. Alors moi, j'ai une très mauvaise vision depuis très longtemps, donc je suis très au fait de ces problèmes-là. Même si je suis corrigée, je sais que quand le jour baisse, ce qui est le cas en octobre-novembre, c'est plus dur. C'est beaucoup plus dur. Et sachez aussi que les conducteurs n'ont pas forcément une très bonne vision, que pour passer le permis de conduire, il faut seulement avoir 5/10 de vision binoculaire, ce qui est très faible. Ça fait très peur quand on apprend ça. Et donc, sachez que pour vous éclairer, il faut que vous pensiez à vous éclairer pour des gens qui vous voient mal. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les feux clignotants, ça ne marche pas pour vous éclairer correctement. Parce que la plupart des gens qui ont un défaut de vision ne vont pas pouvoir savoir à quelle vitesse vous vous déplacez si vous clignotez. Okay, donc, il faut un feu fixe. Et ensuite, attention à ne pas éblouir. Donc votre feu, c'est comme sur une voiture, il faut bien penser à le diriger devant vous pour qu'il soit perceptible de la personne qui vient en face, mais qu'il ne soit pas droit dans ses yeux. Puis ça éclaire la route, hein, voilà, c'est ça. N'éblouissez pas. Et en fait, n'éblouissez pas parce que vous avez quand même une forte partie de la population, je crois que c'est à peu près 20%, qui a un défaut qui s'appelle l'astigmatisme, qui fait qu'au lieu de voir un point lumineux, ils vont voir un espèce de halo lumineux énorme. Ils verront plus rien autour. Et en plus, ça reste, c'est-à-dire que même s'ils détournent le regard, ils ont encore cette tache. Et du coup, ils ne vous voient plus du tout. Et ça, c'est un effet connu. Par exemple, quand les gens s'éclairent en bord de route pour faire des travaux, ils font très attention à ça, parce que sinon, ils risquent d'avoir des voitures qui leur foncent dedans parce qu'ils ont aveuglé les gens. Donc, pensez bien, vous éclairez pour voir vous, vérifier que vous voyez bien, et pour être vu et vérifier que vous ne gênez pas la perception des autres. Mais je me demandais si nous, cyclistes qui sommes avertis de ça, parce que vraiment, je trouve qu'on n'a aucune excuse pour ne pas avoir d'éclairage, c'est hyper facile de les attacher. Maintenant, la lumière, elle éclaire super bien, ça consomme à peine, ça se recharge avec des USB, ça coûte rien. Je me demande si nous, cyclistes qui sommes un peu avertis du truc, on en croise tous des cyclistes qui n'ont pas de lumière, on ne devrait pas se trimballer la nuit avec des lumières supplémentaires dans nos poches, peut-être fournies par une association, par la mairie ou par, je sais pas, la sécurité routière, avoir des lumières en plus,
ça coûte rien, quoi, dans nos poches. Et puis quand on croise un collègue cycliste qui, lui, n'est pas éclairé, qui fait pas les choses correctement, on lui file, quoi. Alors après, est-ce que ça tiendra juste le temps de la recharge ou le temps des batteries ? J'en sais rien, parce que des fois, j'imagine, je renvoie des cyclistes où je leur dis gentiment, quoi, t'es pas éclairé, fais un effort, quoi, ça coûte rien, là, tu te mets vachement en danger et tout. Et puis ça donne une mauvaise image des autres cyclistes. Si on avait des petites lampes rechargeables qui coûtent rien sur nous, puis qu'on les donne à ce moment-là, ça vaudrait peut-être le coup. Donc je sais pas, je suggère autour de nous, dans les associations, si on peut pas aller chercher ces petites lumières-là supplémentaires qu'on pourrait donner à droite à gauche, quoi. Voilà, c'est une proposition. Pour rebondir sur l'éblouissement, moi je pense qu'il faudrait sensibiliser les conducteurs également à ne pas éblouir les cyclistes. Ah ouais, parce que le nombre de gens, en fait, ils se disent c'est un vélo, c'est pas grave, ouais. Je suis en plein phare, je reste en plein phare. Ouais, alors combien de fois, le nombre de fois où ça m'arrive. Ouais. En ville, à la limite, ils te voient, mais alors à la campagne, ils restent en plein phare. Ta lumière, ils s'en foutent, quoi. Des fois, je fais je l'avoue, je fais des signes obscènes quand on me laisse les pleins phares comme ça. Tu me vois pas, d'accord, tu me vois pas, tant mieux, puisque tu me vois pas. Alors, je ne décrirai pas le signe que Eric vient de nous faire, n'est-ce pas ? La décence me l'interdit. Bon, allez, je passe à une chronique sérieuse, toujours tirée du Pro Vélo Magazine. Et là, c'est une chronique juridique. C'est vrai que dans les associations de promotion du vélo, les 2 métiers les plus utiles qu'on aimerait avoir comme bénévoles au sein de ces associations, c'est des comptables, parce que dans les associations pro vélo, c'est chiant de faire la comptabilité, et c'est des juristes ou des avocats. Alors figurez-vous que dans le canton du Valais, l'association Pro Vélo Valais a lancé le projet, le réseau Avocat Vélo, c'est-à-dire ils essaient de recruter des avocats. Parce que, imaginez-vous, on vous donne un exemple concret, vous faites une balade à vélo, tranquillement, et puis tout d'un coup, vous avez un automobiliste qui vous frôle, vous tombez, vous faites pas mal, mais vous abîmez le vélo, et il y a la voiture qui part devant, qui vous a pas vu, ou peut-être qu'elle vous a vu, mais qui s'est pas arrêtée. Comment on fait ? On est embêté dans ces cas-là. Et on serait content d'avoir un avocat qui file un coup de main, ou un juriste, ou une association qui est équipée avec un avocat ou un juriste. Alors, l'association Pro Vélo Valais s'est dit, on va essayer de lancer une soirée, on va faire un événement. Alors, c'est avec l'ATE, qui est une association d'assurance, quoi, pour les voitures ou les vélos, mais ils sont très orientés vélo et mobilité douce, donc l'ATE. Et donc, ils vont lancer un événement pour rechercher des avocats et des juristes. Alors, c'est assez compliqué à trouver, mais pour que ça puisse assister les cyclistes qui ont des problèmes. Alors, évidemment, quand on a un problème comme ça à vélo ou en voiture, quand on a un accident, on ne pense pas à tout. Donc, eux, ils vont donner des autocollants avec les 3 choses à faire en cas d'accident. C'est-à-dire, la première chose, se mettre en sécurité. La deuxième chose, appeler la police. Et puis ensuite, le numéro de téléphone de Road Cross. Je le prononce mal, Road Cross. C'est-à-dire que c'est une association en Suisse, mais il doit y avoir la même chose en France. C'est une association de soutien. Donc vous appelez ce numéro-là. Et puis là, cette association-là, quand vous êtes un peu choqué, vous dit quoi faire, qui appeler, etc. C'est un soutien. Donc voilà, si jamais vous êtes juriste, si vous êtes avocat, si vous êtes homme ou femme de loi, filez un coup de main aux associations vélo, vous êtes extrêmement bienvenus. Je peux vous donner un exemple très concret aussi de pourquoi on a besoin de gens de loi. Quand je militais dans une association en Suisse, on a eu un problème avec, alors là c'est pas de la circulation directement, mais sur un bâtiment qui avait été construit qui ne respectait rien du tout des normes vélo. C'est-à-dire que c'est un immeuble et il faut que les cyclistes puissent se garer. Donc il faut qu'il y ait un local. C'est pas seulement des parkings voitures dans le souterrain, il faut qu'il y ait aussi des vélos. Et puis il faut que les vélos ils puissent sortir aisément, qu'il n'y ait pas des escaliers ou un ascenseur impossible à prendre. Et le bâtiment ne respectait pas les normes. Pendant des années, on s'est battu, on n'avait pas gain de cause, on ne nous respectait pas. C'est-à-dire que la mairie qui avait donné l'autorisation de « c'est bon, des gens peuvent habiter dans l'immeuble », elle a donné l'autorisation sans respecter, sans qu'il y ait de respect de ces lois-là. Et le jour où on a eu une juriste qui nous a fait un petit texte, un petit mail, mais carré avec des références aux lois, et qu'on a envoyé un mail bien carré à la mairie, là, la mairie nous a demandé de venir. Et nous, on est arrivés comme ça, les mains dans les poches, quoi. Sauf que la mairie en face, ils étaient avec leur avocat, parce que là, ils ont eu peur. Et là, ils ont dit, oula, là, c'est sérieux, c'est pas des rigolos, les mecs de l'association Pro Vélo. Et là, l'avocat, quand on était en réunion avec la mairie et l'avocat, l'avocat de la mairie a dit, ils ont raison. Oui, ils ont raison, oui. Ça, alors, il va falloir contraindre le bâtiment
à changer les trucs, à remplacer des parkings voitures par des parkings vélos, là, parce que ça respecte pas les normes. Donc c'est énorme l'impact que des hommes et des femmes de loi peuvent avoir. La FUB n'a pas forcément énormément de ressources, mais je sais que si vous avez ce genre de problématique, il ne faut pas hésiter à contacter la FUB. Ils savent chercher les jurisprudences, donc les cas antérieurs qui ont existé, qui ressemblent aux vôtres, et ça aide beaucoup aussi dans les négociations. Donc ça serait génial qu'on ait ce réseau d'avocats, ça serait parfait. Ouais. En attendant, n'hésitez pas à contacter la FUB, ils ont pas mal de ressources là-dessus. Je crois qu'on va se quitter sur ces bonnes paroles, les amis. N'oubliez pas de nous liker, de nous commenter. Si jamais vous avez d'autres radios autour de vous qui peuvent nous diffuser aussi, ça nous aide. Faut l'avouer, on n'est pas très fort en communication. Donc si jamais vous pouvez nous filer un coup de main sur les réseaux sociaux, c'est pareil. On prend avec beaucoup d'amour. Et n'oubliez pas les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo!